Bonjour à tous, je souhaitais faire depuis un certain temps une vidéo en mettant à l'honneur Zoé Ababou, que je pourrais qualifier comme une exploratrice qui voyage au Pérou, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'elle va à la rencontre non seulement de l'ayahuasca, mais des plantes maîtresses à travers une approche particulièrement traditionnelle. Je ne m'associe pas à tous les propos de cette vidéo et évidemment, cette vidéo ne constitue en aucun cas un encouragement ou un prosélytisme. Néanmoins, j'ai pensé qu'il était très important de donner une voix à cette approche, à une approche beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense des plantes sacrées. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage pour cet entretien avec Zoé Ababou. Salut Zoé! Salut Stéphane. Merci d'avoir accepté cette invitation à discuter de je sais pas quoi encore, mais de ton parcours, du mien, de comment ils se ressemblent, de comment ils se croisent, parce qu'on fait les mêmes choses un peu cheloues, et surtout comment ils diffèrent. Et comment est-ce que sur une même expérience ou une même pratique, même si la tienne est plus profonde et plus intense que la mienne, dans la mesure où toi tu pars très longtemps, on l'a vu à travers tes livres et tout ce que tu dis, tu pars très longtemps au Pérou, t'immerger complètement dans une expérience qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, c'est une même expérience et on peut avoir deux points de vue différents. En tout cas, j'avais envie de donner de la visibilité à ta manière de voir les choses et tu as probablement quelque chose à transmettre. Bah écoute, je te remercie beaucoup de me recevoir ici. C'est un honneur pour moi, faut que tu le saches. Après, moi, ce que j'ai envie de noter, c'est que toi, je veux dire, t'es un peu plus au niveau de l'usage des psychédéliques, on va dire, tu es peut-être un peu plus étendu. Je sais pas comment dire. Moi, c'est vrai que je me consacre, je les connais quand même pas mal tous, on va dire, mais j'ai vraiment trouvé une voie, en fait, si tu veux. Et plutôt que alors je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, attention, mais plutôt que de grappiller à droite à gauche, c'est vrai que j'ai tendance à, tu sais, c'est comme si j'avais trouvé en fait, je sais pas, tu sais, peut-être un peu comme dans les arts martiaux, on va dire, j'ai trouvé mon maître, ou comme dans une spiritualité, on va dire, bien que j'aime pas trop en fait la notion de maître ou je sais quoi, mais en ce qui me concerne, l'ayahuasca, les plantes maîtresses, si tu veux, c'est comme si j'avais trouvé, un aîné avec qui je pourrais faire un long bout de chemin avant que ça commence à s'essouffler, si tu veux. Et donc c'est vrai que du coup j'ai tendance à me consacrer entièrement à ça plutôt que d'aller piocher à droite à gauche. Moi je pense que je suis le genre de personne assez pas vraiment monomaniaque, tu vois, mais presque. J'ai l'impression qu'en fait quand tu trouves une voie qui est la bonne, une voie qui est riche, c'est bien au final de creuser uniquement cette voie dans toute, tu sais, dans toute sa densité en fait, dans tous ses détails et dans tous ces petits, dans tous ces mondes en l'occurrence, parce qu'il se trouve que la médicina elle a plusieurs mondes en fait, donc c'est loin d'être un petit carré quoi. Et je préfère, on va dire, continuer là-dedans pendant, voilà, jusqu'à avoir le sentiment, tu sais, qu'il fasse vraiment partie de moi, plutôt que d'aller piocher à droite à gauche et de rien connaître au final. Donc voilà ma position et voilà pourquoi je mène cette vie, on va dire quoi. Voilà. D'accord, parce qu'en fait là ce que tu décris me fait dire ou penser que voilà, les gens qui font l'expérience de psychédélique, ils font des expériences, ils les reproduisent, ils explorent. Il n'est pas rare d'entendre des gens qui, une fois qu'ils ont rencontré l'ayahuasca, ils reviennent 2, 3, 4, 10 fois avant d'avoir, avant de, oui, de peut-être avoir touché ce qu'ils avaient besoin de toucher ou avant, voilà. Et toi, davantage, tu es dans il semblerait que tu sois dans plus une voie, c'est-à-dire consiste pas comme 90% des consommateurs d'ayahuasca d'en prendre dans une retraite en Europe, mais toi ce que tu fais, pour les gens qui te connaissent pas encore, c'est que tu vas, alors peut-être que je poétise, etc., mais tu vas t'enfoncer dans la jungle pendant plusieurs mois à faire quelque chose qu'on appelle la dieta, et tu vas apprendre à finalement, avec cette médecine, qu'est l'ayahuasca, mais aussi les autres plantes maîtresses,
tu vas apprendre à avoir une posture qui est autre que celle du simple tourisme psychédélique. Oui, tout à fait. Il faut savoir, en l'occurrence, que, enfin, euh, les vrais docteurs, en fait, les vrais docteurs, les vrais esprits docteurs, en fait, de la jungle, c'est pas l'ayahuasca, c'est les plantes maîtresses. L'ayahuasca, en fait, si tu veux, elle fait le lien. Elle fait le lien entre les plantes maîtresses, ce sont vraiment elles, si tu veux, les enseignants et les docteurs, en l'occurrence, puisque ça peut être l'un ou l'autre. Soit on parle de diète de guérison, de diète d'apprentissage. Ces plantes maîtresses, donc, elles peuvent être soit dans ces cas-là, soit docteurs, soit enseignants, évidemment. Mais ce sont elles, en fait, les vrais docteurs. Et les chamans ont tendance à considérer qu'en fait, si tu veux, il y a deux choses. Il y a l'ayahuasca et il y a la médecina, d'accord? Quand tu prends l'ayahuasca comme ça une fois en passant, et voilà, j'insiste sur le fait que c'est pas quelque chose que je critique non plus. C'est une expérience qui vaut en tant que telle, évidemment, et qui peut déjà être porteuse d'un immense changement et d'une immense révolution dans la vie de quelqu'un. Je crache absolument pas dessus. Par contre, quand on parle effectivement de vraie guérison ou de vrai apprentissage, l'ayahuasca, elle a ses limites. Et les chamans, ils disent qu'en fait, voilà, l'ayahuasca, quand tu la prends comme ça, d'une façon isolée, c'est l'ayahuasca. Par contre, si tu veux la médecina, c'est la diète et c'est les plantes maîtresses, d'accord? Donc après, tout dépend de la démarche, quoi. Mais moi, je sais que ce qui m'intéresse en l'occurrence, alors de la guérison, de toute façon, j'ai déjà envie de dire que ce soit l'apprentissage ou la guérison, c'est presque une seule et même chose. Quand tu commences à te connaître toi-même et à connaître le monde, c'est déjà thérapeutique, d'accord? Même si t'as pas spécialement le sentiment d'avoir besoin de guérir quelque chose, en vérité, la connaissance de soi est déjà une guérison. Et d'autre part, si tu veux te diriger, je sais pas, enfin, tu verras que de toute façon, si tu veux te guérir, t'es obligé de te connaître toi-même et d'apprendre, en fait, si tu veux. Donc, voilà, je sais que, enfin, là-bas, c'est quand même deux pratiques séparées, la diète de guérison, la diète d'apprentissage, mais au final, ça se rejoint. Il s'agit de l'être humain, il s'agit de la conscience, et c'est des choses qui se rejoignent. Donc, j'ai l'impression que je me suis éparpillée. Je sais plus exactement quelle était la teneur de ta question. Enfin, déjà, voilà. Il n'y avait pas vraiment de question, il y avait surtout l'exploration de la présentation déjà de ce que tu fais en tant que voix, plutôt qu'en tant que cumul d'expériences avec un but précis recherché. Voilà. D'accord. Disons que je pense que pour aller vraiment quelque part, et quand on parle de connaissance de soi aussi en l'occurrence, il faut s'engager en fait. Voilà, je pense que c'est une question d'engagement qui, bien sûr, requiert du sacrifice et de la volonté. Voilà, je crois que c'est ce que je mets derrière le mot engagement en l'occurrence. Et donc, n'importe où qu'on veut y aller, du coup, je pense qu'il faut de la suite dans les idées. Voilà ce que je pense. Il faut une certaine dévotion. Hein. Il faut quelque chose de suivi, on va dire. Donc voilà, encore une fois, je reviens sur l'idée de guérison ou apprentissage. Je pense que d'où l'idée de voie, en fait, si tu veux. La voie, c'est quelque chose que tu vas suivre pendant un moment. Il y a différentes étapes sur le chemin, on va dire. Bon, si toutefois il y a un but, mais bon, dans ce genre de truc spirituel, le but est complètement, hors sujet en l'occurrence, puisque c'est le chemin en lui-même en fait qui est important évidemment. Donc voilà la différence que je fais en fait entre des personnes qui vont effectivement aller en Espagne, peut-être au Portugal, ou prendre de l'ayahuasca, et les personnes comme moi en fait qui partent en diète de plantes maîtresses pendant un mois. C'est une pratique, on va dire. Là, à ce stade, c'est une pratique. Ce n'est pas juste une expérience. Et si on veut initier de quelque chose qui n'est pas juste, on va dire, un savoir, mais une connaissance. Sachant que la différence entre le savoir, c'est quelque chose que tu as pu choper à droite, à gauche, un savoir livresque, un savoir encyclopédique. Et la connaissance, en fait, c'est transmuter ce savoir en expérience, en fait, et en faire un vécu, en faire quelque chose que tu as réellement incorporé. On parle fréquemment, justement, d'intégration. Et alors, c'est quelque chose, je pense, sur lequel j'ai déjà envie d'aborder, en fait. La plupart des gens, je pense, considèrent, et justement, les gens qui prennent de l'ayahuasca sur un week-end, ils ont effectivement besoin peut-être d'intégration derrière, d'accord ?
Alors que pour moi, l'intégration, en fait, se passe au moment même de la chose. Quand tu restes, en fait, pendant 1 mois dans la jungle, c'est petit à petit que tu vas incorporer les choses. C'est pas comme si t'avais bam une grosse expérience et qu'arrivait chez toi, oh putain ça y est, qu'est-ce qui m'arrive, faut que j'intègre, je suis perdue. Non en fait, non, ça se fait vraiment petit à petit et donc en fait quand tu rentres et quand tu sors, t'es plus la même personne. On dit qu'il faut 1 mois, tu sais, pour que les nouveaux circuits neuronaux, je ne sais quoi, commencent à se graver dans la tête. C'est la même chose pour les habitudes, qu'elles soient comportementales, alimentaires ou briser des schémas de pensée nocifs ou destructeurs. Et ben quand tu passes 1 mois dans la jungle à travailler sur toi comme ça d'une façon continue, en plus en étant secondé, protégé, guidé par des esprits qui sont bien plus forts en fait, bien plus stables que le tien, l'intégration en fait elle est immédiate et c'est ce que j'aime en fait. Quand tu sors de là, t'as déjà changé. Alors bien sûr, il y a quelques trucs que t'as appris, quelques directions que t'as dégrossi, que t'as entrevues, qu'il va falloir évidemment rendre vivante dans ta vie, quoi. C'est pas non plus comme ça, mais le plus gros du travail en fait est déjà fait. Le plus gros du travail est déjà fait et quand tu sors de là, t'es déjà une autre personne. Il va juste falloir ajuster un petit peu ta vie en France, quoi. Mais les gros changements intérieurs dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, à vrai dire, ils sont tankés en fait. Ils sont tankés et moi c'est ce que j'apprécie et c'est pour ça que c'est une voie, c'est pour ça que c'est une pratique et non pas juste une expérience, un petit week-end psychédélique qui au fond ne changeront rien à ta vie. Voilà moi ce que je vois. Voilà. Super. J'ai noté quelques sujets qu'on peut explorer ensemble parce que c'est beaucoup les mêmes questions qui reviennent en boucle et je pense que tu peux avoir un éclairage supplémentaire, complémentaire à celui que j'apporte le plus souvent sur ces questions. Je pense que mes positions, tu les connais en général. C'est les tiennes qui m'intéressent parce que tu vis cette expérience, on l'a vu avec une plus grande, je sais pas comment on dit en français, dedication, une plus grande dévotion. Tu parlais de dévotion. Oui, je crois que c'est dévotion. Ouais. Et donc, déjà, dans les sujets que je voulais évoquer, est-ce que pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est la diète, est-ce que tu peux l'expliquer avec tes mots ? Je vais partir dans tous les sens. Alors, en dehors de l'aspect logistique, qui consiste, ça je peux en parler, qui consiste à ingérer une plante qu'on va appeler une plante maîtresse. Il y en a plus d'une centaine. Une plante maîtresse qui n'est pas psychédélique en soi et qui consiste aussi à adapter notre alimentation, c'est la réduire à la plus simple expression de l'alimentation. Donc, dans ce que moi j'ai expérimenté plusieurs fois au Pérou, c'est flocons d'avoine, bananes vertes, quoi, et pas les bananes sucrées qu'on a chez nous. Et ça s'arrête là. Quand c'est la fête, c'est un demi-piranha. Et tu le sens passer d'ailleurs. Donc ça c'est pour l'aspect purement matériel, purement logistique, et puis tu bois des quantités importantes de cette plante, et cette diète qui est très longue est souvent décorrélée de l'ingestion d'ayahuasca. C'est pas parce que tu diètes que chaque soir tu vas prendre l'ayahuasca, mais des fois tu diètes pendant 2 semaines, 3 semaines avant de faire une cérémonie d'ayahuasca ou plusieurs. La question c'était, pour les gens qui ne connaissent pas d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces jours et ces jours où ton alimentation se réduit, finalement, se purifie, et tu es en contact quotidien avec une plante que tu bois ou que tu consommes, il se passe quoi ? Alors moi, tu rentres de plus en plus profondément en toi-même. Si la diète est faite correctement, a priori t'as pas de distraction, donc tu ne parles pas à d'autres personnes, t'es en isolement, et donc et t'as pas de distraction, t'es pas non plus censé lire, écouter de la musique, ou t'as droit à un petit cahier qui en l'occurrence est vraiment pas mal pour faire le point avec soi-même et pas oublier des choses qui se révèlent finalement très très importantes. Mais en fait c'est une descente en soi. Et la chance qu'on a en ingérant justement la plante, c'est que c'est une descente en toi, mais
t'es secondé, on va dire, c'est même pas secondé, en fait, il y a une force, en fait, il y a une force et il y a une sagesse qui t'accompagne là-dedans. Ça pourrait être quelque chose de probablement difficile ou même peut-être qui manquerait de direction, je pense, si tu n'étais pas accompagné par cette sagesse végétale, on va dire plus, bien plus grande que toi, évidemment. Donc pour moi, en fait, il s'agit d'une descente, bel et bien. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui dit oui mais attends, la descente, toutes les traditions spirituelles ont pratiqué l'isolement, ont pratiqué l'ascèse, parfois des privations sensorielles intenses qui consistaient à s'enfermer des mois dans une caverne sans lumière, etc. Pas besoin de plantes. Évidemment, mais le truc c'est qu'en fait, quand tu vas en diète, que ce soit pour la guérison ou pour l'apprentissage, tu vas y mettre une intention. Alors je suppose que ces personnes dont tu parles avaient aussi une intention, peut-être effectivement, voilà, quand tu pars effectivement dans une grotte ou quelque chose, il doit y avoir des esprits là-bas, ou tout simplement te connecter aux différents esprits de la nature pour qu'ils t'enseignent aussi une certaine, voilà. Après, je trouve que ingérer une plante, en fait, il se passe quelque chose. L'ingestion, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis, l'incorporation, en fait, si tu veux. Surtout que, par exemple, dans la dernière diète que j'ai pratiquée, les 10 premiers jours, tu ne bois pas non plus. Donc, en fait, la seule boisson que tu auras, c'est bel et bien ta plante. Hein. Moi, en l'occurrence, c'était la sève d'un arbre. Alors déjà, déjà quand c'est la seule chose que tu bois, tu sais, bon, tu commences par 3 verres par jour, puis ça augmente. Quand c'est la seule chose que tu bois, je peux te dire que tu redécouvres, tu fais attention à ce que tu bois. Pareil, quand tu manges très peu, tu fais attention à ce que tu manges et tu redécouvres une dimension de la nutrition, de l'alimentation, qui est tout à fait différent. Et donc, quand c'est uniquement ton arbre, par exemple, que tu bois, il y a une imprégnation, en fait, il y a une imprégnation qui est tout à fait différente. Et le truc, c'est qu'en fait, tu la sens, cette plante. Alors, ça met un petit peu de temps, hein, c'est pas, le contact n'est pas immédiat, mais rapidement, en fait, tu vas le sentir. Tu vas le sentir, l'esprit de cette plante. Et selon l'intention que tu as émise, selon ce que tu as envie de découvrir sur le monde de cette plante, sur toi-même ou tout ça, cette plante va vraiment t'aider, en fait, si tu veux. Elle va vraiment. Les plantes, elles sont pas données comme ça. Le chaman, en fait, soit il te lit d'une façon, je sais pas, à leur façon, on va dire. Soit tu parles avec lui, hein. Tu parles avec lui, il va identifier ce que tu as besoin de travailler. Ensuite, il va en fait, en général, la première cérémonie d'ayahuasca, il va demander au monde, en fait, il va appeler les plantes les unes après les autres et il va voir laquelle se présente pour travailler avec toi. Donc en fait, c'est pas toi ni le chaman qui choisit ta plante, c'est la plante qui te choisit, d'accord ? Donc le chaman, il va identifier quelle plante a envie de travailler avec toi, quelle plante est prête à t'apporter son aide. Donc rien que ça, déjà, on comprend qu'il y a quelque chose de tout à fait différent de juste aller s'isoler dans une grotte ou dans la montagne. Déjà, on entre dans un autre domaine où il y a en fait un esprit qui se présente pour t'aider. C'est pas toi qui le choisis, c'est pas toi voilà, c'est lui qui se présente et il sait qu'il est bon pour toi, d'accord ? Donc déjà, tu entres dans quelque chose de différent. Alors justement, pareil, hein, tu remarqueras au cours de la vidéo que j'ai bien envie de me faire l'avocat du diable et aller un petit peu tu me fais pas peur. te titiller à certains endroits. Pourquoi ? Parce que les questions que j'ai envie de te poser ou les positions subversives que j'ai envie de prendre, c'est celles que je subis au quotidien et à un moment, forcément tu le sais, on est un petit peu fatigué de répondre parce qu'en fait, seul vaut l'expérience directe quand il s'agit de comprendre un sujet en profondeur. Mais tu parles beaucoup d'esprit, tout ça, bien sûr, c'est pas prouvé scientifiquement, je pense que t'es en plein délire, en fait. Et en fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta conviction profonde, déjà d'une part, sur la réalité ontologique d'un esprit, et ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la possibilité d'aller faire cette expérience sans considérer l'existence des esprits et le point de vue animiste qui consiste à considérer que chaque plante a un esprit. Tu as été en rafale là ? Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, moi. Alors, il faut savoir que moi, à mes débuts, j'étais pas du tout convaincue par l'existence des esprits. Après, je pense que quand même, quand tu bois ton premier verre d'ayahuasca, que tu le veuilles ou non, t'as beaucoup de mal
même sans faire attention spécialement au décorum, hein, au folklore qui est à côté, n'est-ce pas? Rapidement, en fait, il y a quelque chose qui descend sur toi comme une sorte d'étrange concentration voilà. Donc alors moi je reste encore une fois sur l'expérience, hein, j'en ai pas grand chose, je pars de mon expérience personnelle et je considère qu'elle vaut ce qu'elle vaut en l'occurrence, hein, c'est à prendre ou acheter. Donc voilà, moi je vais parler de mon vécu et de ce que je ressens. Et donc pour te parler de du côté comment t'as dit le ontologique, le côté ontologique des esprits, moi je peux partir que de mon expérience. Évidemment, j'ai aucune preuve et puis je les cherche pas en fait, hein. Pour moi la preuve en fait elle est dans le ressenti en fait, donc ça me suffit et puis voilà. Donc j'ai envie de dire que voilà, la première fois déjà que tu bois ton ayahuasca, t'es forcé de sentir quelque chose, et notamment la première fois qu'elle se présente à toi. On va rester sur l'ayahuasca pour le moment, hein. La première fois qu'elle se présente à toi, je pense que tu ne peux pas passer à côté d'une sorte de personnalité, d'une sorte d'intentionnalité. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement indéfendable face aux personnes qui pensent que c'est des processus chimiques du cerveau qui gna gna gna. Alors évidemment, hein, j'invite ces personnes à partir dans la jungle et à boire avec des chipibos, voir ce qu'il en est tout bonnement, parce que bon, il se trouve que ces personnes-là qui n'ont pas testé ça, ils n'ont pas de point de comparaison. Moi, j'ai pris de la dope et des psychédéliques sans contexte rituel, et donc moi, je l'ai le point de comparaison. Donc on va partir là-dessus. Voilà. Donc quand elle se présente à toi, l'ayahuasca, même sans croire à ça, et Dieu sait que j'y croyais pas à la base, hein. Moi j'y allais avec respect, mais enfin bon, j'y croyais pas du tout aux esprits. Tu es forcé en fait de le sentir. Tu es forcé de sentir qu'il y a quelque chose qui t'a pris en main, qu'il y a quelque chose qui s'adresse à toi, qu'il y a quelque chose qui a une teinture, une texture, une patte, une personnalité qui est tout à fait propre à cette chose et que tu ne rencontreras jamais ailleurs. Tu vois que cette chose, cette entité interagit avec tes émotions, tes pensées, avec les chants du chaman, avec les vibrations des autres personnes. C'est pas comme si tu étais lancé dans un train fantôme qui t'envoie tout ce qu'il a, et puis quand hop là t'es sorti, ça y est, c'est fini. Ah bah oh tiens, c'était drôlement bien fait tout de même. Non, c'est quelque chose qui interagit et qui se modifie en permanence et qui s'imprègne en fait de tout ce qu'il y a à côté en fait. Et il y a beaucoup de choses à côté, hein, voilà. Et en dedans. Donc dans le dedans évidemment. Enfin moi personnellement, alors il paraît que quand tu ouvres les yeux, tu peux voir aussi des choses, mais moi personnellement, je bois l'ayahuasca les yeux fermés, et donc mais tu vas sentir en fait qu'elle réagit. Et ça, c'est un être vivant, doté d'une certaine intelligence, qui est donc qui réagit à des choses qui sont impalpables en l'occurrence, qui réagit à tes émotions, qui réagit au chant du chaman, c'est de la vie en fait. C'est incroyable. Même moi, je crois que j'avais jamais ressenti ce que c'est le vivant avant d'entrer en contact avec cette entité-là, d'accord. Donc ça, c'est pour l'ayahuasca. Après, avec les plantes maîtresses, alors ça je dirais que ça met quand même un petit peu de temps avant de se mettre en place. Moi la première fois que j'ai diété la Rosacha quand j'avais 20 ans, je suis passée complètement à côté. Bon, les conditions encore une fois sont très importantes, hein. C'est pour ça qu'ils insistent justement sur l'alimentation, sur l'isolement, sur les interdits comportementaux, parce qu'il faut vraiment en fait que ton entrée, ce sont des choses subtiles, d'accord. Donc pour que ton entrée en contact avec ces esprits ou avec ces plantes qui se situent quand même dans un monde impalpable et subtil, alors plus on s'affine, hein, plus on prend de l'expérience évidemment, plus notre sensibilité est exacerbée, et donc ça devient plus facile de sentir l'esprit de la plante rapidement dans différentes manifestations, que ce soit la forme de ses pensées, la nature de ses émotions, le contenu de ses rêves. Mais bon, ça demande un petit peu d'expérience, hein. Moi je pense que voilà, pour mes premières dates, je suis quand même relativement passée à côté. J'avais plus l'impression de prendre comme un lavement, je sais pas comment te dire, mais voilà, un remède, enfin un remède végétal comme on les prend ici finalement. Bon j'ai mal au ventre, j'ai besoin de dormir, je vais me prendre un peu de valériane, un peu de mélisse parce que j'ai le bidon qui est pas cool, tu vois. Ça c'est la façon dont on le fait ici, hein. Je veux dire voilà, ça c'est la manière, ça c'est le médicinal des plantes, d'accord, le côté médicinal au niveau vraiment physique, on va dire corporel, d'accord. Et moi, la première fois que j'ai diété, je pense que je m'engageais sur quelque chose comme ça, tu vois. Bon, voilà, la Rosacha, elle est bonne pour nettoyer. J'ai eu un vécu un peu hardcore. Il y a des choses à nettoyer. Très bien, elle va me nettoyer, tu vois, mais sans vraiment entrer en contact avec, voilà. Et il a fallu quand même un certain moment
Plusieurs lectures aussi quand même, notamment des livres par exemple de Romuald de Le Terrier ou des choses comme ça qui m'ont permis de, voilà, tu vois, parce que les chamans ils sont pas très causants des fois, donc c'est pas toujours évident d'obtenir des informations d'eux ou d'apprendre même par imprégnation directe, c'est pas toujours évident, donc voilà, certains, et peu à peu si tu veux en fait, ben voilà. Et là maintenant, j'ai envie de dire avec la dernière, voilà, la dernière diète que j'ai fait, le Renaco Blanco, ça a été extrêmement rapide. Après voilà, quand tu respectes vraiment, en plus tu sais les interdits alimentaires, l'isolement, tu entres dans une sphère de toi-même, une partie de toi-même en fait qui peut justement entrer en contact avec quelque chose de subtil. Autrement, si tu veux, c'est bloqué, t'es distrait, ton corps il est en train de processer différents pensées, différents aliments, tu sais, de la nourriture, il y a des choses qui bloquent en fait, tes canaux ils sont complètement obstrués si tu veux, et donc c'est normal que les choses subtiles, comme l'esprit d'une plante, tu puisses pas le sentir si tu veux. D'où l'importance justement de respecter ces choses-là. Après. Euh, Oui. dans, dans ma passion pour les mots, et puis tu te rends compte, hein, moi, ce que je te demande, quand je te demande qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on arrive finalement à mettre des mots sur l'ineffable et sur l'indicible, hein, qui se passe lors d'une diète. Oui. Ce que j'ai trouvé pour moi de mieux, c'est une communication interrègne, règne végétal, règne humain, et on a une communication. Un petit peu comme si tu te mettais à communiquer en fusion avec un animal, sauf que là, c'est avec le monde végétal. Et qu'est-ce que tu penses du terme intelligence non humaine? Je pense que l'intelligence, c'est comme la conscience. Je pense qu'il y a des, je pense que c'est obligé, si tu veux, plus ou moins de se mettre dans une sorte de structure pour pouvoir s'exprimer. S'adresser à Je pense toi. que l'intelligence est la conscience, en fait. Je pense que c'est une seule et même chose. Et je pense qu'en fait, il y a pas vraiment, il y a différentes modalités d'usage ou de manifestation de l'intelligence ou de la conscience. Mais je crois pas qu'il y ait une intelligence humaine et une intelligence végétale. Je pense que c'est une seule et même chose. Et je pense que justement, le processus de diète est un interface, en fait. C'est même pas un interface, hein, c'est un lieu où les barrières tombent et où en fait et même les structures en fait, si tu veux, les structures dont on est habitué à se servir pour manifester cette intelligence en fait, ces structures se dissolvent en fait, les frontières ça devient poreux en fait, si tu veux. Je pense notamment aux rêves en fait, si tu veux. Je pense notamment aux rêves et il faut savoir quand même que les rêves ont une importance capitale dans la diète en fait. Les cérémonies d'ayahuasca, alors c'est peut-être pas tout à fait comme toi tu pratiques, mais là où nous il y en a en général 2 par semaine on va dire, donc tu ouvres ta diète, bon tu fais une première cérémonie pour que la plante puisse dire au chaman moi je veux bosser avec cette nana, voilà. Ça fait le lien. Et après, en fait, tu commences la diète et les cérémonies continuent. Donc, en fait, voilà, l'ayahuasca te permet de faire le lien aussi, en fait, entre ta plante et toi. Elle s'ouvre comme un espace d'interface, on va dire, où vous allez en fait, toi et ta plante, vous allez projeter vos questions et vos réponses et vous parler de cette façon-là. Mais ça, c'est juste une interface. Peut-être que l'interface majeure, en fait, enfin ça, c'est un très belle interface. Hein, les visions, c'est génial, c'est génial. Notamment, en plus, c'est surtout pendant ce moment-là, si tu veux, pendant les cérémonies, que les chamans en fait vont t'aider hein, sur ta diète, hein, clairement au niveau des énergies, même au niveau de tes intentions. En fait, ils vont affiner, ils vont purifier, ils vont te guider, ils vont te remettre dans le droit chemin, ils vont te redresser, comme on dit, pour que ta diète avance hein, dans le bon sens. Donc c'est très important. Mais il y a aussi, il y a aussi l'interface du rêve, quoi. Il y a aussi l'interface du rêve. Et là, si tu veux, c'est pas mal là aussi que ça se révèle. Que les 2 intelligences en fait entrent en contact justement par cette partie inconsciente de nous-mêmes qui est pas mal justement dépourvue des fameux filtres qui gênent finalement l'entrée en contact avec l'intelligence globale parce qu'il y a beaucoup de filtres en fait qui conditionnent notre réalité dans le rêve avec l'inconscient qui s'exprime les fameux archétypes. Et le langage archétypal, c'est quelque chose qui n'appartient pas seulement aux hommes, hein, c'est quelque chose qui appartient, tu vois ce que je veux dire, c'est bien au-delà des hommes. Et donc, dans le monde du rêve, toi, les plantes, ce que tu veux appeler les archétypes, l'intelligence, en fait, là, on entre dans quelque chose de... Là, on entre dans une dimension, si tu veux, où
Bah voilà, c'est ça que j'appelle la connaissance de soi, qui en l'occurrence est la connaissance tout court, si tu veux. Bien qu'elle soit évidemment, voilà, elle est quand même, elle a quand même une patte un petit peu émotionnellement personnelle, si tu veux. Bien sûr, on apprend par le personnel quand même, hein. Et c'est bien que ce soit comme ça. Mais voilà. Je sais pas si c'était très clair. Alors j'ai envie de parler des chamans et du chant. Hein. Là aussi, c'est un débat infini. C'est quoi un chaman, blablabla, etc. On va pas se perdre là-dedans. Non. Dans ceux que tu as rencontrés ou dans ceux qui t'ont enseigné, et là aussi, est-ce que Ouais. c'est le chaman qui enseigne ou est-ce que c'est la plante? J'aime bien jouer avec l'articulation que la plante est le chirurgien, le chaman est le scalpel, ou inversement. Euh, il, il y a cette croyance, projection ou attente pour beaucoup de gens qui vont au Pérou. Euh, Ils vont aller rencontrer les chamans et puis ils s'imaginent aller rencontrer le Dalai Lama, c'est-à-dire des gens qui ont la sagesse de la jungle, avec finalement ils vont dans cette expérience-là avec un présupposé culturel sur qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que l'éveil. Et je ne sais pas si tu as fait la même expérience que moi, mais on se rend compte finalement que leur conception, notamment chez les Shipibo, de la sagesse et de la bienveillance et de la lumière sont finalement très 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 différentes de ce qu'on conçoit nous et ce qu'on projette nous dans notre occidentalité. Oui. Alors effectivement, ça peut vraiment être un problème. Alors effectivement, je dissuade toute personne qui nourrirait ce genre d'espoir de continuer, de persévérer. C'est un grand non. Euh, voilà, j'ai envie de le dire direct, notamment par rapport à la sorcellerie, qui est extrêmement présente chez les Shipibo. Ils s'envoient des sorts dans tous les sens, c'est une catastrophe. Donc pour ce qui est du Dalai Lama et de la sagesse, on repassera. Après, pour ce qui est de la... Alors là, par contre, je vais fâcher beaucoup de monde. Pour ce qui est de la lumière et du cœur, de la lumière, on va rester sur ces deux termes qui sont déjà énormes. En l'occurrence, alors pas tout le monde, hein, il y a plein de Shipibo qui sont dégueulasses. Mais moi, par exemple, la dernière famille que j'ai rencontrée, avec un vieux de la vieille, sa femme et ses deux fils qui sont en train d'apprendre, nous, notre lumière et notre cœur, c'est du pipi de chat à côté, d'accord? Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là, euh, nous, ces derniers temps, on a tendance à s'étouffer de grands mots au point qu'ils soient complètement galvaudés et qu'ils perdent toute leur essence en fait, toute leur essence et toute leur beauté si tu veux. Ça devient tout à fait normal de faire un namasté, qui signifie je vois ton âme à toute personne. Moi je refuse que toute personne voit mon âme et j'ai pas envie de voir l'âme de toute personne, je trouve que c'est complètement... voilà. Pareil le cœur, la lumière, à force de se... Il y a un mot pour ça, je l'ai oublié, de faire des gorges chaudes, ou je ne sais pas comment on dit, de tout ça, si tu veux. Je pense qu'un peu plus de retenue, un peu plus de pudeur, en l'occurrence, ne ferait pas de mal. Parce que justement, quand on voit les Shipibo qui parlent du cœur ou de la lumière, et d'un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps, un terme Shipibo, Koshishinan, qui signifie en fait pensée forte. Bien que la pensée pour eux soit très différente de... C'est pas comme les pensées, nous, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui part du bas-ventre, un peu comme le chi, si tu veux, qui part du bas-ventre, qui monte vers le cœur, et qui fait quelque chose comme ça, si tu veux, en fait. Et en fait, il faut élever cette chose-là. Nous, je pense qu'en fait, on pourrait l'appeler l'énergie du cœur, parce que pensée forte, ça ne nous parle pas tout à fait. À vrai dire, les mots sont différents. Leurs pensées sont très différentes des nôtres, ça fonctionne pas pareil. Donc, on va dire l'énergie du cœur, d'accord? Et pour éveiller cette énergie du cœur et être capable, en fait, de la diriger, si tu veux, c'est pas quelque chose comme ça, quoi. Nous, on a tendance à penser qu'il suffit d'un namasté, qu'il suffit d'avoir de belles paroles d'amour, de tolérance envers son prochain pour être dans cette énergie. Pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi c'est pourquoi justement dans le chamanisme Shipibo et dans le chamanisme tout court, hein, soyons honnêtes, il est beaucoup question de nettoyage parce qu'en fait, on
on peut pas être en contact et éveiller cette partie profonde de nous-mêmes si on n'est pas propre dans ses pensées, si on n'est pas propre dans son corps. Dans ces cas-là, les petites intentions qu'on émet, tu sais, comme je sais pas, tu sais cette fameuse loi de l'attraction où on imagine qu'en fait il suffit de visualiser quelque chose, peu importe à quel point ce soit au final mesquin, petit, égoïste, mais qu'il suffit en fait de le visualiser, tu sais, avec toute la force de trucs pour que ça se réalise. Mais non, c'est pas comme ça qu'on émet une intention forte, absolument pas. Ça, c'est du truc à l'américaine où en fait, effectivement, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait, si tu veux. Donc, avant de pouvoir émettre une intention et d'élever l'énergie de son Koshishinan, en fait, de l'énergie de son cœur, il faut d'abord se nettoyer, accepter de se nettoyer, et pour ça, accepter de rencontrer son ombre. Donc c'est pour ça que je parle de descente en soi en fait. C'est pareil, on peut pas passer en fait de l'obscurité à la lumière sans avoir battu le putain de gardien du seuil au bout d'un moment, tu vois. Et la plupart des gens en fait refusent cette confrontation avec l'ombre. Ils pensent justement qu'en étant pur amour, pure tolérance et en refoulant finalement, parce que c'est ce qu'on nous vend comme la spiritualité moderne, c'est du putain de refoulement en fait. Et c'est extrêmement malsain, c'est extrêmement nocif et ça ne mène vers aucune connaissance de soi. Et la peur, en fait, est toujours tapie dans l'ombre. Tant qu'on n'a pas affronté le gardien du seuil, la peur, elle est là. Le dragon, il est là et il te surveille d'un œil, il va pas te lâcher, en fait. Donc, moi, ce que je vois dans tout ce processus, en fait, de diète et compagnie, c'est qu'on prend les choses dans l'ordre. On va te nettoyer, d'accord ? Tu vas rentrer en toi profondément en étant tout seul dans ton tombeau, tu vois, voilà quoi. Là, effectivement, tu vas passer par une grosse phase d'obscurité où tu vas effectivement te confronter à ton ombre. Tes rêves vont te le dire, tes pensées vont partir en live, tes cérémonies vont devenir difficiles. Ça dépend en plus de ce que la plante travaille. Les plantes travaillent différentes choses. Si la plante qui s'est présentée à toi, si cette plante-là s'est présentée à toi, c'est parce qu'elle sait ce que tu as besoin de travailler. Elle va te faire passer par des choses difficiles. Alors bien sûr, elle va t'apporter sa force et sa sagesse pour que tu y arrives. Mais c'est des choses difficiles que tu vas traverser. Tes cérémonies vont être difficiles, tout va être difficile, d'accord ? Mais tant que tu n'auras pas confronté en fait, regarder ton ombre dans les yeux et que tu l'auras pas vraiment accepté, incorporé et transmuté en lumière, là, voilà, à partir de tout ce processus, là, à partir de ce moment-là, les intentions que tu vas émettre envers toi-même, envers l'univers, elles vont commencer à avoir de la vraie lumière et de la vraie force. Parce qu'elles seront finalement sincères et elles seront vraiment en contact. Elles seront l'expression, en fait, de cette partie de toi qui est réelle, en fait. La seule partie de toi qui est vraiment réelle. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'esbrouf, c'est de la... Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Voilà ce que c'est la vraie lumière, voilà ce que c'est en fait le vrai chamanisme, la vraie spiritualité, voilà ce que c'est l'énergie du cœur, voilà ce que c'est la lumière. Tout le reste à côté pour moi, et on revient au truc de Jung, hein, où on revient à l'alchimie, j'ai rien inventé. Et eux-mêmes n'ont rien inventé en fait. C'est juste une espèce de processus initiatique qu'un homme doit faire envers lui-même pour arriver à transmuter tout en fait. Transmuter et arriver à la meilleure partie de lui-même finalement, ou justement à la partie divine de lui-même. Et c'est pour ça qu'on prend des antéogènes. C'est pour ça, par contre, il faut pas les prendre dans n'importe quel, en espérant un miracle. Tu vois, mais alors justement, voilà. Ça m'amène à une question. Qu'est-ce que tu penses, toi, quel est ton avis personnel sur ce mouvement planétaire de... le mot n'existe pas, mais je vais l'inventer, de pharmaceutisation des antéogènes et des psychédéliques, dans laquelle, selon moi, on va exclure volontairement toute dimension spirituelle, sacrée, transcendante, mystique, rituelle, cérémonielle. C'est quoi ton sentiment, justement ton Ce que ton je cri du pense, cœur? c'est que c'est comme d'habitude en fait. On garde l'écorce, on garde la surface, on reste en surface comme d'habitude. Alors ça a le petit côté, on reste en surface, mais on enlève justement tout ce qui aurait un réel potentiel d'évolution, de révolution, de guérison, on reste en surface en fait. Et je suis personnellement, et ce qui me fait de la peine aussi de reconnaître, c'est qu'en fait, moi, le mouvement spirituel actuel, je le mets dans la même... En fait, si tu veux, ce qui se passe avec la pharmaceutisation des machins, on fait que...
c'est la même chose en fait. On fait que nous donner ce qu'on veut en fait parce qu'on n'est pas profond. On n'est pas profond dans nos démarches, dans nos soi-disant révolutions intérieures, dans nos regroupements. On n'est pas profond. Et en fait, c'est pour ça aussi que du coup, voilà, si tu veux, ils font que surfer. Voilà, les grands labos machin, ils surfent sur quelque chose. Voilà, ça a le vent en poupe ce truc-là. Très bien. Par contre, n'allons pas trop en profondeur. Retirons effectivement tout ce qui pourrait permettre. Voilà, gardons juste le. Voilà, donc je les conchis, je les conchis, je les maudis, je les tout ce que tu veux. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. Ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ceux qui ont envie effectivement d'aller se payer une dose d'antéogène qui sera même plus un antéogène parce qu'il n'y a aucune chance que ça procure le sentiment du divin en soi de prendre un truc qui, voilà, écoute, qui reste entre eux. Par contre, nous, le soi-disant mouvement, le mouvement de libération spirituelle. Arrêtons avec nos grandes phrases, arrêtons avec nos grands mots, arrêtons avec nos petites facilités d'aller jouer du tambour le dimanche en espérant quoi en fait? En espérant quoi? Comme si 3 jours pouvaient changer la vie d'une personne, comme s'il y avait aucun sacrifice à faire envers soi-même, comme si ça pouvait. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en train de jouer. On est des enfants, tu sais, des enfants en fait qui s'amusent à tu sais, comme quand des gosses qui s'amusent à se faire peur, sauf que là c'est l'inverse. On est des enfants qui s'amusent à se faire croire qui touchent à quelque chose de sacré. Mais arrêtez les gars. Le sacré déjà de toute façon il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. Et pour atteindre la chose à l'intérieur de toi qui ne vacille pas, la chose qui est, tu sais, la chose qui est vraiment réelle à l'intérieur de toi, il va falloir enlever des tas de couches qui ont été mises et ne pas avoir peur de se salir les mains dans l'œuvre noire et dans la confrontation du gardien du seuil et ton ombre et tout ce que tu veux. Parce que là, ce qu'on fait pour moi, c'est du refoulement. Au contraire, à vouloir être justement dans la lumière, dans les machins, dans le namasté, en réalité, en fait, on est en train de refouler et c'est extrêmement mauvais ce qu'on fait. En plus, on est tous ensemble là à s'entraîner, tu sais, je déteste en fait voir qu'il y a maintenant une façon de, tu sais, des mots. On emploie tous les mêmes mots. Et maintenant, avant c'était le guerrier. Maintenant c'est, oh non, au-delà du guerrier, au-delà du chaman, il y a le gardien de la nature. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, la nature n'a pas besoin de gardien. Nous-mêmes, qui on est pour se prétendre gardien de quoi que ce soit, je suis désolée, je rue dans les brancards. Je suis désolée. Moi, je pense qu'il faut qu'on se taise un petit peu, qu'on arrête avec nos grandes phrases et qu'on fasse quoi finalement? Pardon? Et qu'on fasse quoi finalement? Moi, ce que je préconise, excuse-moi. Ah, tu dis, voilà, faut qu'on arrête de se raconter des conneries, etc. Love and light only, etc. Ouais. Mais finalement, si j'abonde dans ton sens et si je tire le petit bout de ficelle que tu me tends, la question c'est, et finalement, il faut faire quoi? Il faudrait faire quoi? Il faut commencer à travailler sur soi-même. Moi, je suis désolée, mais moi, je peux parler que de ce que je connais. Moi, je le fais via la diète de plan de maîtresse, quoi. Moi, je le fais de cette façon-là. Je pense qu'il y a tout à fait d'autres façons de le faire. Simplement, moi, si tu veux, je dis pas que c'est une pratique disons qu'il y a des éléments. Il y a des éléments que j'ai découverts à travers cette pratique que maintenant je continue. On va parler de la fameuse intégration que je continue à appliquer dans ma vie, notamment. Je suis capable en fait maintenant tu sais, quand j'ai effectivement une intention à émettre ou quelque chose qui me tient vraiment à cœur, sur lequel je veux une réponse ou quelque chose d'important, on va dire, pour déterminer de ce que je fais dans ma vie, maintenant je suis capable en fait d'atteindre un certain silence, une certaine... tu sais, un certain silence en fait à l'intérieur de moi qui fait qu'en fait quand je vais demander quelque chose ou émettre une intention, c'est pas le petit brouillard complètement désordonné qui va demander et voilà, tu sais, j'arrive à atteindre quelque chose qui fait qu'en fait je vais demander la chose avec mon cœur. Et si la chose elle est stupide à demander parce que mon cœur, dans ces cas-là je vais pas la demander, je vais vite m'en rendre compte. Pareil, je continue avec les rêves. Je suis extrêmement connectée à mes rêves. Et ça me permet en fait de communiquer, en fait, si tu veux, parce que ce qui est très important, c'est... Moi, je pense, pour qu'on aille mieux dans notre vie, si tu veux, c'est qu'il faut que la frontière, en fait, entre le conscient et l'inconscient soit beaucoup moins définie, en fait. Pour qu'on soit un être total,
pour qu'on entre vraiment dans la totalité de ce qu'on est, et donc qu'on se sente mieux, hein, qu'on soit plus heureux aussi, évidemment, parce qu'on sait mieux qui on est. Il faut en fait faire tomber cette frontière qu'il y a entre l'inconscient qui soi-disant serait quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inconnu, quelque chose de complètement abscon auquel on n'aurait pas accès, et la conscience qui, elle, en fait, fonctionne finalement selon un principe extrêmement restrictif, tu sais, avec tous les fameux filtres, tous les machins, qui fait qu'en fait, elle est très limitée, elle a un usage très limité. Moi, je pense que pour rendre, il faut les faire travailler la main dans la main, en fait. L'inconscient et le conscient, il faut leur permettre, en fait, de communiquer et d'interchanger, tu vois, d'échanger des informations. Ça, déjà, c'est énorme, si tu veux. C'est énorme. Voilà. Après, une dernière chose que j'aimerais ajouter, au niveau du... Là, je pense en fait que la façon dont on fonctionne, si tu veux, c'est complètement désordonné. Il y a quelque chose que j'ai découvert lors de ma dernière diète, c'est qu'il faut absolument en fait faire le lien entre le cœur, l'esprit et la volonté. Et que là, jusqu'à présent, on a un cœur en fait qui souffre, on a un cœur qui pleure, qui émet, si tu veux, des choses, mais qui est complètement, tu sais, complètement diffus en fait. Et on a un mental qui est complètement taré en fait, complètement déconnecté tout le reste, qui parle avec plein d'éléments qui sont, tu vois, qui sont pas nous-mêmes des parasites. En fait, ça ressemble à du parasitage. Et une volonté, du coup, qui est complètement, on a envie de plein de choses dans notre vie, on commence quelque chose, on le finit pas, parce que c'est complètement, si tu veux, voilà. Moi, ce que j'ai découvert en fait, c'est qu'il faut permettre à ces trois éléments de travailler de concert. Le cœur émet quelque chose, l'esprit, pas le mental, l'esprit va structurer en fait ce qui monte du cœur, et la volonté va le manifester dans la matière, dans les actes. Parce qu'encore une fois, je trouve ça absolument terrible en fait, qu'on ait des grands idéaux, des grandes vertus, et puis qu'en fait dans les actes, il se passe si peu, tu vois. Ou qu'au contraire, on fasse des actes dirigés vers l'extérieur, tu sais, du show, mais qu'à l'intérieur en fait, tu vois, il n'y a aucun changement quoi. Donc moi, ce que j'insiste pour changer le monde, pour changer évidemment, moi je travaille au niveau individuel. Pour moi, en fait, les vrais changements, ils peuvent pas, ils le seront plus tard, hein, comme répercussion, si tu veux, plus tard. Commençons d'abord par travailler vraiment en nous-mêmes, et voilà. Donc moi, c'est ça qui est important pour moi. Faire tomber la frontière entre conscient et inconscient, et faire travailler le cœur, l'esprit et la volonté en une seule et même chose. Voilà. Ok. Le temps tourne, et du coup, je voulais évoquer avec toi ou plutôt, oui, faire se rencontrer nos deux perceptions des champs. Moi, j'aime bien utiliser le mot, le champ est une technologie, une interface entre deux mondes, c'est-à-dire le nôtre intérieur et celui de la plante. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Oh, je crois que tu sais, je crois que j'ai envie de te répondre comme pour l'intelligence, en fait, tu sais. Je crois qu'en fait le chant travaille, enfin les sons en l'occurrence, tu sais, comme quand on dit qu'on peut, tu sais qu'on peut, l'eau en fait, que l'eau peut être porteuse, tu sais on peut informer l'eau en fait. Et ben je pense que le son en fait c'est la même chose. Qu'il y a alors oui, là je te rejoins tout à fait au niveau du fait de dire que c'est une technologie. C'est pourquoi je suis tellement chiante en fait sur le point de dire, tu sais, que les Icaros qui ont été appris par les plantes, ce sont vraiment des chants qui ont du pouvoir, qui ont un effet, et non pas les jolies chansons spirituelles Kumbaya au coin du feu, qui sont jolies certes, mais qui n'ont pas de pouvoir en l'occurrence. Voilà. Donc effectivement c'est une technologie. Oui, une technologie du sacré. Ça, je sais plus si c'est Romuald Le Terrier peut-être qui le dit. Je trouve ça vraiment beau de dire quelque chose comme ça. Et oui, effectivement, ça fait le lien entre différents mondes, parce que c'est un langage unique, c'est un langage universel, et que du coup, en fait, oui, ça permet, si tu veux, d'apporter en fait les informations, tu sais, mais au niveau, pas les informations comme, tu sais, mais le côté informationnel, j'ai envie de dire, en fait, des plantes, qu'on puisse le recevoir peut-être, tu sais, à un niveau vraiment microscopique de nous-mêmes, tu sais, peut-être dans l'ADN ou quelque chose comme ça. Et pareil, en fait. Pareil que quand nous, en fait, on se relie au chant, à la musique, on sait bien, en fait, que la musique, si tu veux, déjà, de toute façon, c'est un langage...
Ben, on voit bien qu'on est capable de pleurer en écoutant une chanson qu'on comprend même pas, ou même tu sais, le son d'une flûte, en fait. C'est capable de remuer quelque chose en nous, si tu veux, en fait, que, même sans parole, je veux dire, tu sais, ça parle à une partie de nous-mêmes. Donc voilà, je pense encore une fois que c'est une espèce de, une communication et une entrée sur quelque chose où, en fait, on parle tous le même langage. On parle tous le même langage à ce niveau, c'est quelque chose d'universel. Voilà ce que je pense du chant. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes euh, qui... Alors, il y a des gens qui disent, oui bon, le jour où je prendrai de l'ayahuasca, ce sera au Pérou et pas ailleurs. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui multiplient les retraites et les expériences en Europe? Alors, bah, je, j'ai jamais fait en Europe. Alors, bon, j'aime pas trop critiquer ce que je connais pas. Après, par contre, j'ai envie de partager tout de suite quelque chose que j'ai appris, une mise en garde, en fait. Euh, que les chamans, la dernière diète que j'ai fait m'ont appris en l'occurrence, c'est que on parle, tu sais, beaucoup par exemple au niveau des diètes. Au niveau des diètes en Europe, je suppose qu'on diète du coup, bon, je sais qu'on diète le tabac ou des choses comme ça, mais je sais qu'on diète aussi en fait des plantes françaises. Hein. C'est en train de revenir, enfin, de revenir à la mode, de devenir à la mode parce qu'en fait c'est une tradition qui n'a jamais existé. Donc de diéter la rose, diéter le chêne, diéter différentes choses. Quand tu dis ça en fait aux chamans Shipibo, en fait, la diète de plantes dans l'Amérique latine, il y a quasiment que les Shipibo déjà qui le pratiquent, d'accord? Si tu vas en Équateur, si tu vas en Colombie, si tu vas au Brésil, la diète de plantes, ça n'existe pas, d'accord? C'est quelque chose que uniquement les Shipibo maîtrisent. En Europe, il n'y en a jamais eu en fait, des diètes de plantes. Les druides travaillaient d'une autre façon, avec les plantes aussi évidemment, avec les esprits, mais il n'y a jamais eu de diète de plantes, d'accord? Avant de diéter une plante française, il faut déjà savoir si cette plante est une plante maîtresse. Donc il faut trouver le moyen d'entrer en contact avec elle, soit effectivement en la mettant quand on cuisine l'ayahuasca, chose qui n'est pas forcément facile en France, ou d'une manière ou d'une autre, entrer en contact pour qu'elle nous apprenne la manière de la diéter. D'accord? Donc déjà c'est un paramètre assez délicat à mettre en œuvre. D'autre part, quand tu dis au Shipibo que tu diètes la rose par exemple, la rose c'est une plante avec des épines, une plante avec du venin. Eux, tous ces trucs-là, non. Non, 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 non. Le monde obscur de la plante est trop élevé, donc c'est très dangereux de faire quelque chose comme ça. C'est très dangereux. En plus, voilà. Donc voilà, moi, en ce qui concerne la diète de plantes en France, je dirais attention, 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 attention. J'ai que ça à dire. Au niveau de diéter au Pérou, oui, mais encore une fois, attention. Moi-même, j'ai découvert que j'ai pratiqué en fait des diètes qui n'étaient absolument pas faites dans les règles de l'art, et que du coup, en fait, dans ces cas-là, quand tu diètes pas de la bonne façon, les plantes, elles ont deux mondes, enfin elles en ont plusieurs, mais elles en ont deux. Une partie, un monde obscur, un monde lumineux, d'accord? Quand tu ne diètes pas de la bonne façon, peu importe si c'est juste un petit truc alimentaire qui va pas, un petit truc comportemental, tu pars du côté obscur de la plante. C'est pas la plante hein, qui est méchante avec toi, qui voilà. Simplement, là c'est mathématique en fait à ce stade. Tu pars du côté obscur, d'accord? Et en quoi est-ce Donc un problème? c'est extrêmement dangereux. Pardon? Et en quoi est-ce un problème? En quoi est-ce un problème? On parlait tout à l'heure de la lumière, du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie dans sa vie en fait? De quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir dans sa vie? Est-ce qu'on a envie ça me fait penser au dernier bouquin de notre ami Benoît Cholet, il me semble, hein, le parasitage énergétique, je crois qu'il s'appelle. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir la porte en fait à des entités potentiellement nocives qui vont se mouler sur nous et nous parasiter, ou est-ce qu'on a envie tu sais, d'être relié à des choses comme la sorcellerie, à un pouvoir qu'on ne maîtrise pas et qui serait néfaste pour nous-mêmes, pour les autres? De quoi est-ce qu'on a envie? L'obscurité, c'est ça? Ou est-ce qu'on a envie au contraire d'aller vers la médecine universelle, vers la médecine en fait, encore une fois? Est-ce qu'on veut le pouvoir ou est-ce qu'on veut la médecine? Voilà, l'obscurité c'est le pouvoir. La lumière, c'est la médecine. Ça dépend de ce qu'on veut. Après, chacun sait, voilà. Donc, voilà les risques de diéter au Pérou d'une mauvaise façon, de diéter en France avec des plantes qu'on ne connaît absolument pas dans une tradition qui n'a au final jamais existé. De diéter des plantes françaises, ça n'a jamais existé. Voilà. Donc, moi, je conseillerais évidemment aux gens, bien sûr, effectivement, d'aller au Pérou, mais d'aller chez les bonnes personnes, de faire extrêmement attention. Et quand ils sont dans une diète, de le respecter vraiment à fond. Voilà mes conseils. Ok, c'était en fait ma dernière question. Hein. On est dans un pays qui est plus que restrictif en la matière. Le fait de donner un conseil peut un jour nous être évidemment reproché, hein, puisque ça peut être qualifié par exemple comme de l'encouragement, du prosélytisme, de la complicité. Pour
toi, sans forcément utiliser le mot conseil parce que c'est un mot tendancieux, mais en fait, est-ce que tu aurais des mises en garde, des recommandations à toute personne qui est attirée ou qui se pose la question de cette expérience-là, d'aller faire l'expérience, que ce soit dans les retraites clandestines en Europe ou que ce soit dans la pure tradition péruvienne? Un conseil général, je sais pas. Un conseil général, je sais pas ce que... Soyez sérieux. Soyez sérieux avant tout envers vous-même. Soyez... J'ai envie de dire, soyez prêt à tout, pas dans le sens où il va se passer des choses dangereuses ou des choses graves, mais si vous voulez un résultat, soyez prêt à tout. Soyez prêt effectivement à la confrontation, soyez prêt à abandonner tout refoulement, voilà. Donc voilà, moi je dirais juste, soyez sérieux. Euh, c'est pas grave si vous savez pas exactement ce que vous cherchez. Moi, je crois quand même en l'appel. Alors bon, je sais que de nos jours, encore une fois, tout le monde se sent appelé, tout le monde se sent une sorte d'élu face aux plantes. Et bon, ça n'existe pas. Hein. Ni toi, ni moi, ni personne ne sommes élus. Hein. Les plantes ont absolument pas besoin de nous pour les représenter, pour les garder, absolument pas. Il y a pas d'élus, hein, soyons clairs. Par contre, un appel, moi je respecte quand même ça. Quelqu'un qui est vraiment, qui se connaît soi-même un petit peu, qui est en contact avec son âme, il va sentir en fait. Tu sais, c'est juste l'enthousiasme en fait. Quand tu ressens de l'enthousiasme pour quelque chose, ça veut dire que ton âme, elle vibre. Tu vois, elle se dit, ça m'attire vers là-bas. Tu vois, je sens qu'il y a quelque chose c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Et quand tu sens quelque chose comme ça, bah ouais, sois déterminé. De toute façon, être déterminé et sois responsable aussi. Sois responsable de toi-même. Sois prêt à accepter tout ce qui va se présenter. Et pour moi, c'est le seul état d'esprit en fait dans lequel aller. Voilà. Merci, c'est une jolie conclusion, je trouve. Cool, génial. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Ok. Rajouter Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Non, à part que je te remercie infiniment. Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi. Voilà. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao Stéphane.